Bonjour à tous, bienvenue dans Historia Universalis, l'émission qui vous parle d'histoire politique. Souvenez-vous, Athènes et Sparte se sont lancés dans un conflit général pour la domination de la Grèce en 431. Après quelques succès, la peste puis une succession de désastres militaires ont mis la démocratie athénienne sur la défensive. La perte de la flotte et de son armée ont par ailleurs causé la mort de tant de citoyens qu'il n'y a plus beaucoup d'entre eux encore debout pour défendre la faction démocrate face aux aristocrates. Un coup d'État en juin 411 met fin à la démocratie à Athènes. Partout dans l'empire athénien, les cités sujets de la Ligue de Délos se révoltent. La seule bonne nouvelle pour les Athéniens, c'est que le stratège Alcibiade, rappelé par les restes de la flotte à Samos, se remet au service de la cité. Malgré son hubris, il s'agit d'un général compétent. Les marins de Samos restent très attachés à la faction démocratique et n'ont pas l'intention de laisser les oligarques garder le pouvoir. Alcibiade et la flotte détruisent la flotte spartiate dans un retournement inattendu et rétablissent la démocratie à Athènes en 410. Les Perses et les Spartiates interviennent en Asie mineure et les colonies encore fidèles à Athènes tombent une à une. Alcibiade mène une contre-offensive énergique et parvient à conserver les positions d'Athènes en Asie mineure. La flotte est épuisée et l'Attique ressent durement le siège mené depuis décennies par les Spartiates. Par ailleurs, les livraisons de céréales de l'Empire sont de plus en plus irrégulières. En 406, après un revers mineur près d'Éphèse, Alcibiade est mis en disgrâce. La flotte athénienne étrille cependant les Spartiates aux îles Argineuses. À leur retour à Athènes, les stratèges victorieux ont la surprise d'être exécutés sous le prétexte de n'avoir pas secouru certains équipages naufragés en pleine tempête. Une fois de plus décapité de sa direction de guerre, Athènes refuse les offres de paix honorables de Sparte et s'acharne à continuer le conflit, pensant rétablir une ultime fois la situation. En 405, la flotte athénienne est surprise par les Spartiates à Aigos Potamos et est entièrement détruite alors que les équipages ont tiré les bateaux à terre pour se reposer. Athènes n'a plus ni flotte ni empire. En 404, les Spartiates assiègent Athènes où règne la famine. Sans armée, sans flotte et décimés par 30 ans de conflit, les Athéniens se rendent. Ils pensent qu'ils vont subir le sort des Méliens ou d'autres cités qu'ils ont massacrées. Mais les Spartiates sont modérés dans la victoire, et savent que pour assurer leur domination sur la Grèce, ils auront besoin des Athéniens affaiblis pour faire face à leurs anciens alliés, notamment les Thébains. Une dictature oligarchique, soutenue par les Spartiates, est mise en place, et Athènes ruinée entame lentement la reconstruction de ce qui peut l'être. Bien, arrêtons-nous 2 minutes. Depuis le précédent épisode, vous aurez remarqué la litanie interminable des opérations. De fait, c'est une caractéristique de cette guerre, et les belligérants ne savent pas en trouver l'issue. Athènes combat sur la mer et Sparte sur terre, ce qui fait que longtemps aucun des deux ne parvient à prendre l'avantage. La peste porte un des coups les plus durs aux Athéniens, mais la véritable maladie, c'est celle de la victoire. Il faut toute la démesure athénienne pour se lancer dans un projet aussi fou que l'expédition de Sicile, opération supposément limitée, mais qui déguise une invasion de toute l'île et qui conduit à la destruction de toutes les forces athéniennes. Même après cet échec cuisant, c'est encore le système politique athénien lui-même qui fabrique un personnage aussi brillant, mais aussi totalement égoïste, qu'Alcibiade. Comptant bâtir sa propre légende, il n'hésite pas à changer de camp selon ses intérêts, allant jusqu'à favoriser l'alliance contre-intuitive entre Sparte et les Perses. Cette alliance permet à la Perse de devenir l'arbitre des conflits en Grèce pendant presque un siècle. C'est une douce revanche pour le roi des rois qui voit les Grecs s'autodétruire dans d'interminables guerres fratricides. Le conflit a des conséquences terribles. Sparte s'écroule démographiquement. Le nombre d'égaux morts dans le conflit montre les limites de son système social. Si ses militaires professionnels ont clairement dominé les rares batailles rangées du conflit, il en est tellement mort qu'ils sont devenus irremplaçables. Sparte devient monétairement dépendant de la Perse, qui n'hésite pas, par la suite, à renverser son alliance selon les opportunités, se liguant tour à tour avec Thèbes, voire Athènes. Le Péloponnèse sort ravagé du conflit, les côtes ayant été régulièrement rasiées. Beaucoup de cités, telles que Mantinée, Élis ou Argos, qui ont vécu des changements d'alliance et de régime, conservent un ressentiment vis-à-vis de Sparte.
À Athènes, la situation est aussi difficile. Une grande partie de la population est morte de la peste, de la guerre et de la famine. Les fortifications sont rasées et l'instabilité politique va durer de nombreuses années. Les classes sociales des Thètes et surtout les hoplites ont été décimées, faisant disparaître les classes moyennes paysannes, artisanes et ouvrières. Le commerce est ruiné et les capitaux des métèques fuient vers d'autres destinations. Les grands gagnants sont les grands propriétaires terriens qui récupèrent à vil prix d'immenses domaines ravagés par la guerre. Cette structure sociale très déséquilibrée va entraîner une calcification puis une érosion progressive de la démocratie, heureusement momentanée. Comment expliquer la défaite de la superpuissance athénienne ? Outre la peste et la disparition de Périclès et l'arrogance belliciste de ses successeurs, le système démocratique lui-même doit être mis en cause. Déstabilisé par la disparition d'un personnage qui concentrait une trop grande partie du pouvoir politique du système sur lui-même, la cité est la proie d'une compétition populiste entre les stratèges. La démocratie favorise notamment des hommes nouveaux, toujours riches certes, mais non issus de l'aristocratie foncière. Cette nouvelle classe sociale de dirigeants est en rupture avec les aristocrates. Ces hommes nouveaux cherchent l'appui de la communauté en faisant des promesses irréalisables et en menant des actions audacieuses, qui plus est dans un temps de guerre, donc de forte incertitude. Ainsi Cléon laisse-t-il échapper la paix après la victoire de Sphactérie. La guerre devient elle-même une affaire lucrative par le butin réalisé qui est redistribué au peuple en échange de la popularité et du soutien à l'Ecclésia. L'échec des stratèges dans les opérations est aussi sanctionné de plus en plus durement. C'est le cas avec l'ostracisme de Thucydide en 424, après son arrivée tardive à Amphipolis. Mais cela devient réellement problématique avec le cas des stratèges exécutés après la bataille des Argineuses. S'il est sain de remplacer un chef incompétent, en revanche la valse continuelle de stratèges vient miner les efforts de guerre. Le système sanctionne durement ses leaders à un moment où le besoin de continuité stratégique est pourtant nécessaire pour mener la guerre. De plus, le poids politique de ces leaders est tel que cela contribue à creuser dans le corps social des divisions qui éclatent au grand jour avec le coup d'État aristocratique de 411, puis dans les luttes civiles qui succèdent à la guerre et au renversement de la tyrannie imposée par les Spartiates. Durant la guerre se développe de plus en plus à l'intérieur même d'Athènes une forme de terreur. En particulier la faction démocratique voit dans l'affaire de la parodie des mystères d'Éleusis un complot oligarchique. S'ensuit une campagne de répression et de terreur à Athènes contre les aristocrates. Le Conseil des 500 abolit la protection accordée aux citoyens contre la peine de mort et la torture. Détient des centaines de citoyens, majoritairement riches ou aristocrates, sans aucun procès. Ces exactions jettent nombre de personnes dans les bras du parti oligarchique qui profite finalement de la mort de milliers de démocrates en Sicile pour s'imposer à la tête de l'État en 411. Les oligarques se livrent aux mêmes excès que les démocrates, en assassinant les chefs de leur faction et en pratiquant une terreur équivalente. La tyrannie des 400 s'empresse de détruire les institutions démocratiques et de mettre fin à la mystophorie. Suspend le pouvoir des tribunaux et instaure un régime avec un corps civique de moins de 5000 membres. Le régime ne dure pas en raison de ses échecs extérieurs. Dès 410, les hoplites de l'armée, exclus du corps civique, rétablissent la démocratie, massacrent les oligarques et confisquent leurs biens. Il faut des années et une loi d'amnistie en 405 pour rétablir le calme dans la cité. À cette crise succède celle de la paix revenue. Les 30 oligarques imposés par les Spartiates ne tiennent pas longtemps le pouvoir tant leur régime est tyrannique, menant des campagnes contre les démocrates, les métèques, mais aussi tous les autres citoyens dont ils convoitent des biens. Ils en viennent à massacrer 1500 personnes à Athènes et toute la population d'Éleusis. Ils se font à leur tour exterminés par les démocrates qui rétablissent finalement la démocratie. Mais le corps civique a été tellement décimé et l'Attique ruinée que plus rien ne sera jamais comme avant. Concorde et modération sont désormais les mots d'ordre du nouveau régime. L'engagement politique du corps civique semble être très largement atteint et l'amertume des Athéniens après la guerre et les luttes civiles est telle qu'il faut relever les mistos à l'Ecclésia pour inciter les plus pauvres à continuer à participer aux institutions. De fait, la misère règne et un nombre critique de citoyens dépendent pour leur survie de la mystophorie à l'Ecclésia et à l'Élié. La richesse se concentre entre les mains de propriétaires fonciers qui font tenir en place le régime grâce au fragile système de redistribution sociale, mystophorie, distribution gratuite de céréales et vergétisme.
La démocratie n'a cependant pas dit son dernier mot, contre toute attente, elle va se régénérer et trouver des solutions aux problèmes posés pendant la guerre du Péloponnèse. Ça, nous le verrons la prochaine fois. Si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des remarques, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.